Chers téléspectateurs de la CIAP TV, bonne fête de l'unité et merci de nous retrouver à Douala. À la faveur de cette 48e édition de la fête de l'unité au Cameroun, nous avons décidé de parler du discours de haine sur les réseaux sociaux. Et principalement parce que c'est la jeunesse qui est la principale cible concernée par ce discours de haine, vu que c'est elle qui utilise en grande majorité et à 90% de jour comme de nuit les réseaux sociaux au Cameroun. L'un d'entre eux est le plus sollicité dans notre pays, c'est celui de Facebook. Et généralement, on y observe des clashs, des atteintes à la vie privée et même des injures envers des personnalités publiques. Comment comprendre le discours de haine? D'où tire-t-il ses origines? Pour en parler avec nous aujourd'hui, dans la capitale économique, une écrivaine camerounaise de renommée internationale qu'on ne présente plus, Calixte Béala. Bonjour, vous allez bien? Oh oui, je vais comme le Cameroun, avec des moments de doute, des moments de grande joie, beaucoup d'interrogations sur notre futur, beaucoup d'angoisse aussi, justement à cause de ce discours de haine dont vous parlez, que je n'ai pas connu quand j'étais jeune. La fête de l'unité nationale, on dit bien nationale, on ne dit pas la fête de l'État, on dit nation. Qui dit nation dit peuple. On parle du peuple camerounais. Et ce peuple camerounais aujourd'hui est très mal à cause de ce que vous venez d'évoquer, la haine raciale. Je me suis retrouvée à être traitée de qui non, mais moi j'ai vraiment vécu la chose dans ma chair. Et dans ma chair profondément, moi qui suis plutôt universaliste, traité de tous les noms, à partir de simplement mon patronyme, on m'a mis dans une case, on m'y a enfermé, on m'a insulté. On a dit que j'étais bêtise, donc forcément j'étais une sardinarde, que j'étais une voleuse, que je n'avais pas une vie structurée de femme. On n'a pas respecté mes enfants, mes petits-enfants, parce que ça n'a pas forcément l'air, mais je suis grand-mère, 4 fois. Et voilà, donc c'est quelque chose qui met à mal l'unité nationale, qui met à mal la nation, c'est quelque chose, cette idée qui, en ce moment, qui disloque, je vais beaucoup plus loin, ça disloque l'idée de la nation, ça l'effrite, ça la tue, et surtout depuis 2 ans, abordant les sujets tels qu'ils se présentent. Avec les élections présidentielles, nous avons vécu une violence inouïe que je n'aurais jamais imaginée dans mon pays. Mais alors, quelles peuvent être les bases de cette violence? C'est vrai, les élections présidentielles démocratiques ne devraient pas faire qu'on arrive à ce résultat. Mais comment arrive-t-on véritablement, justement à cause de s'attribuer au Cameroun aujourd'hui, au discours de la haine? Mais parce que certains vont du principe qu'il y a un groupe ethnique qui détient le pouvoir, qui détient l'argent, qui détient toutes les institutions et que les autres n'ont rien. Hein? Parce que c'est ça, à la base de ce qui est en train de se passer. Ce qui n'est pas vrai. Car ceux qui dirigent ce pays, si on veut aller en ce sens, appartiennent à toutes les tribus, à toutes les langues, à toutes les cultures, à toutes les religions. Ce n'est pas une question de Bameneke, de Bassa, de Douala, de Hondo, de Eton. Ce sont les mêmes qui dirigent. Et ça n'a rien à voir. Vous allez aller faire du mal à un Eton alors qu'il meurt de faim, ou à un Boulou, ou à un autre Bameneke qui lui-même a des problèmes de survie. Et en fait, c'est un discours préparé par des hommes politiques ambitieux, qui estiment que c'est leur tour de prendre le pouvoir et qui ont finalement manipulé l'opinion, les peuples avec ce discours de haine. Ce n'est pas né de la jeunesse. Vous savez, les jeunes sont des gens qui sont comme des éponges et qui captent tout. Ils absorbent. Qui absorbent tout. Donc, il faut bien que les adultes, quelque part, aient commencé quelque chose. Je vais vous dire par expérience que, personnellement, alors que je m'occupais de la communauté noire de France, parce que nous y avions beaucoup de difficultés en tant que noirs,
et que nous y travaillons tous, on ne se posait pas la question si on est malien, si on est sénégalais, si on est... On travaille tous ensemble par milliers et on a une victoire comme ça. Ben, j'avais déjà des discours contre moi, écrits par une certaine élite camerounaise qui partait... En France déjà? Oui, oui, oui. Non, non, mais ils étaient ici et moi j'étais en France. Et ils écrivaient déjà dans les journaux que je soutenais le régime parce que j'étais bêtise, que j'en profitais. En fait, j'étais déjà accusée de tous les maux, alors même que je ne savais pas ce qui se passait au Cameroun. Je veux dire que c'était un discours qui a été construit, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux, par des responsables politiques, par des responsables intellectuels, même si je ne disais rien. Ils ont développé la notion de chassement. J'ai suivi ça de très près, cette notion de chassement, qui est une notion... Vous poussez en fait les gens à vous haïr. À me haïr et à haïr... Une cabale, on pourrait... oui, mais pas seulement moi en tant que symbole d'un peuple, alors que je suis déjà métissé moi-même. Moi, pas en tant qu'individualité, mais en tant que symbole, ça va très loin. Donc, quand on parle de chassement et que nous sommes des intellectuels, ça veut dire génocide. Hein? Ça ne veut pas dire chasser quelqu'un du pouvoir. Attention, nous utilisons la langue quand on parle de chassement. C'est comme si c'était des animaux, on prenait des fusils, on leur courait derrière. C'est une forme de... Oui, c'est un discours presque de nasignon. Hein, qui s'est tenu sur les réseaux sociaux dans l'indifférence générale pendant des années et qui a pris son ampleur au moment des élections de 2019. Voilà. Ce n'est pas, moi j'ai suivi ça de très près, je ne disais rien. Je voulais juste en tant qu'intellectuel voir jusqu'où ça va aller et quand après on a eu la conjonction entre ces élites intellectuelles qui tenaient ce discours de chassement et certains partis politiques au pays, on a vu qu'il y avait une coordination, une conjonction de pensée, un même mouvement vers quelque chose, là on a compris que c'était un projet qui fait énormément du mal à l'unité nationale, parce que le Cameroun va rester indivisible et que nous allons devoir soit vivre ensemble, soit tous mourir ensemble, parce que nous sommes embarqués dans le même bateau. Ce discours de haine vis-à-vis de certains groupes qui sont d'ailleurs... Ça fait déjà maintenant quelque temps que je suis au Cameroun. Et il n'y a pas un groupe qui profite du pouvoir dans ce pays, plus qu'un autre. D'accord? Nous sommes logés dans la même enseigne. Oui. Hein? D'accord? Et donc, nous allons avoir beaucoup de mal, d'après ce que moi je vois aujourd'hui, à retrouver cette paix intérieure, cette paix nationale, cette fraternité, parce que ce qui s'est passé a mis à mal les amitiés, des mariages, des unions, des éléments fédérateurs de l'unité nationale au Cameroun. Oui, ça a mis à mal. Ça a mis à mal beaucoup de ménages, des amitiés se sont brisées, oui. Des couples se sont brisés. Mais je me demande, est-ce que justement, au nom du fait que nous avons des mariages aujourd'hui au Cameroun entre Betty et Bamileke, anglophone et Betty, anglophone Bamileke, ou alors avec des gens du Grand Nord Cameroun, et même la gastronomie est un élément fédérateur aujourd'hui parce que nous avons le héros, nous avons le ndolé, nous avons chez les Betty le sanga, et puis nous avons du côté du nord le foléré, le lalo, comme on aime souvent bien à dire, que beaucoup de Camerounais consomment. Il faut préciser quand même aux téléspectateurs de la CR TV que vous êtes effectivement issus d'un métissage, beaucoup ne le savent pas, votre père est de l'Ouest Cameroun. Oui, quoique je n'ai pas la culture. Moi, je me définis plus par rapport à une culture que par rapport à un sang. Je pense que nous appartenons d'abord avant tout à une culture. Quand vous prenez un petit blanc que vous allez mettre au pays étonne, vous faites un étonne, vous ne faites pas un Français. Hein. Tout à fait. Je ne suis pas fanatique des gènes, hein, parce que je suis d'une famille de métis, je suis fanatique des cultures. Effectivement, au niveau de l'Afrique, j'ai une culture étonne. Okay? Ça, vraiment, même si mon père est bamileke, je reconnais la richesse de la culture bamileke, je reconnais tous mes frères, parce que j'en ai 9 qui sont purement des bamileke, avec qui je m'entends magnifiquement bien, mais étant donné qu'au moment de la séparation de mes parents, moi je me suis retrouvée chez les Betty, j'ai une culture étonne.
D'accord? Je suis une pure femme étonne. Pas non plus l'écrivain que je suis a été formaté par la culture étonne. Il faut arrêter, il faut arrêter de se raconter n'importe quoi. Par la pensée, par les contes, et puis aussi un peu par une femme Bassa qui m'a beaucoup éduqué aussi. Hein, j'ai aussi dans les oreilles beaucoup les légendes des peuples Bassa. Tout ça, moi, tout ceci m'a aidé à devenir l'intellectuel que je suis. Hein, ce n'est pas que je rejette quelqu'un, j'ai été éduqué et par les Étones et par les Bassa avant les Français. Voilà. Donc, et je reconnais la multiplicité de ce que je suis. Je suis un peu tout le Cameroun. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ceux qui sont contre ce métissage, finalement, j'ai même lu quelque part sur les réseaux sociaux qu'il fallait tuer des gens comme moi. Mais pourquoi? Parce que nous sommes, dit-on, des traîtres, des gens dangereux, et que le métissage, il faut tuer tous les enfants nés du métissage, entre par exemple les Bamlékés et les Bétis. Donc moi, de toutes les façons, moi je suis exposé à tous les coups. Hein. Je suis une personne exposée à tous les vents. C'est-à-dire que je suis accusé de tous les maux par tout le monde. Bon. C'est quand même, il faut quand même le dire à un moment donné. Cette haine-là, qui n'est liée qu'à une prise de pouvoir, est une honte pour le Cameroun. Ce n'est pas une haine qui existait entre les peuples du Cameroun. C'est une haine inventée par des conquérants malheureux du pouvoir. Et je trouve ça lamentable. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a un président dans ce pays qui a été élu. Ok? On ne va pas dire que il y a un président de fait et il y a un président élu. Je veux dire que toutes ces notions qu'ils ont introduites dans le langage courant sont autant de ferments nocifs pour la République. Et des intellectuels récupèrent ces âneries, j'appelle ça comme ça, ces idioties, et le répètent, il y a un président élu, il y a un président de fait. Non, il y a un seul président qui a été élu dans ce pays, et de manière démocratique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il s'appelle Paul Biya. Ok? En attendant, en 2025, on verra bien ce qui va se passer. Peut-être qu'on aura un autre président. Et d'où qu'il vienne, nous l'accepterons. Il pourra venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Concernant le problème anglophone, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème anglophone. Parce qu'on ne saurait se battre pour une langue exportée, que ce soit le français, je ne vais pas aller tuer mon frère, parce qu'il parle l'anglais, ou je ne sais pas quel autre, on aurait pu parler aussi bien parler l'espagnol, ou l'italien, ou même le chinois, ou même l'allemand d'ailleurs. On ne va pas s'entretuer pour ça. Maintenant, qu'il y ait des revendications légitimes par rapport à une amélioration des conditions de vie des peuples, je suis pour. Nous sommes tous pour que le Cameroun se développe. Nous sommes tous pour que le Cameroun retrouve cette espèce de la stabilité et cette émergence dont on rêve tous, mais à condition que chacun d'entre nous respecte à minima les bases établies par l'État. Le problème que je remarque au Cameroun, c'est que les gens ne veulent pas respecter les règles édictées pour la nation, par la nation. Chacun veut faire à sa tête et après tout le monde dit ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas est de l'ordre de notre culpabilité à tous. Nous sommes tous responsables du fait que, au lieu de vendre dans les marchés, on vend sur la chaussée, empêchant ainsi les voitures de passer. Et après on dit, mais non, il n'y a pas de route. Ah bah oui, ben non, il n'y a pas de route puisque vous l'occupez avec la marchandise. Ah ben, on prend l'essence interdite, on bloque la circulation. Ah non, il n'y a pas de route. On ne respecte pas. Il y a toutes les bases pour le développement au Cameroun qui sont là. Maintenant, est-ce que les Camerounais sont prêts à respecter cela? C'est ça le vrai problème que nous avons. Ce n'est pas un problème ethnique. C'est un problème de respect des lois et aussi une responsabilité pour ceux qui sont chargés de gérer la nation, de mieux la gérer par une bonne gouvernance. Ça, par contre, il faut... La transparence. Et la transparence, et aussi l'équité. L'équité. Je n'ai pas parlé de justice sociale. Je choisis mes mots, d'équité. Hein? Je vais dire, j'espère que vous allez laisser passer ce que je suis en train de vouloir dire, parce que ce sont des choses qui me tiennent à cœur et profondément, vous le direz à Charles Ndongo de ma part, que, par exemple, quand nous prenons des écoles comme l'ENAM, on devrait y avoir
des places réservées aux enfants de pauvres. C'est comme ça qu'une nation marche. Hein? Je le dis et je me suis battu pour ça en France et on m'a écouté. Parce qu'on disait que les Noirs ne pouvaient pas accéder à Sciences Po et donc aux grandes écoles. Et je me suis battu pour ça. Et l'État français, à un moment donné, a adopté des mesures qui font que les petits Noirs et les petits Arabes peuvent maintenant accéder à Sciences Po, peuvent accéder, parce que par exemple, ils ne pouvaient pas être policiers, parce que les concours ne leur étaient pas... Ben non, ben on a dû changer avec Sarkozy des éléments qui ont permis que des enfants de pauvres puissent, ou des quartiers difficiles puissent être des policiers et des enfants de noirs. Donc ici aussi, ce sont des mesures qu'on devrait mettre en place pour que les enfants des quartiers populaires comme Nouvelle, Kolmitak et autres, des places réservées à l'ENAM dans les grandes écoles comme l'école de l'armée, hein, les MIA et autres, qui doivent être des postes, des places réservées. Pour créer ce que j'appelle de l'équité. Cette équité va permettre en fait à ce que ces sentiments de dislocation sociale et ethnique soient atténués. Vous n'avez pas vu par exemple en France beaucoup de Noirs dans les gilets jaunes. Ah oui. Parce que ce problème avait été résolu en amont. Et j'espère qu'au Cameroun, on va le résoudre ça, que les enfants de Nouvelle, que les enfants de Kololou, que les enfants des quartiers de Madagascar puissent aller, qu'il y ait chaque année peut-être 10, 15 places pour eux dans les grandes écoles de la République. Pourquoi je le dis? Parce qu'un enfant même brillant ne peut, même s'il est dans des conditions difficiles, dans un quartier où il n'y a pas de lumière, avec des parents qui n'ont pas d'argent, aura plus du mal à accéder à ces écoles-là. D'accord? Parce que ce n'est pas parce qu'il est moins intelligent, mais tout simplement parce qu'il a moins de chances de pouvoir y arriver. Donc nous devons pousser, servir d'ascenseur à ces enfants-là. On doit les tirer par la main et les y amener. Je suis désolée si ce que je suis en train de dire ne plaît pas, mais je suis sûre que ça fait partie des solutions qu'il faudrait mettre en exergue pour résoudre beaucoup de problèmes d'équité. Je ne vais pas parler de justice, d'équité. Parce que ceux qui swingent sur la haine tribale jouent beaucoup de ça. Jouent beaucoup de ça. Donc il faudrait leur enlever cette nourriture-là de la main. C'est-à-dire qu'on tende la main et qu'on crée de l'équité dans notre pays, qu'on respecte des règles, que l'ENAM, ce n'est pas seulement pour les enfants de riches, mais que c'est aussi pour des enfants de pauvres, qu'à l'intérieur de notre République, chacun ait l'impression de perdre quelque chose si jamais ça se passe mal. Voilà. Parce que pour l'instant, il y a certains qui ont l'impression qu'ils ne perdront rien si ça se passe mal. Donc nous devons recimenter, nous réarmer moralement, sur le plan éthique également, sur le plan économique, sur le plan même humaniste, pour reconsolider notre nation. Je parle de nation, je ne parle pas d'État, car l'État est modifiable, les nations non. On a un destin commun et on doit s'arranger à ce que ce destin commun puisse se passer au mieux possible. Est-ce qu'on devrait prendre des lois au-delà des propositions que vous venez de faire? Moi, je pense qu'il faudrait adopter des lois qui condamneraient ceux qui tiendraient des discours tribaux, des discours poussant la haine, qui demanderaient à tuer les Boulous, les Bassa ou les Etos, ou les Bamileke, et même moi, certaines aspersions. Même les nordistes. Oui, même les nordistes. Je veux dire que je prenais l'exemple comme ça au hasard, hein, tout simplement. Il faut absolument trouver les moyens, des ressorts juridiques pour pouvoir condamner ces gens-là, et même à des peines non seulement de manière pécuniaire, mais des peines de prison pour que tout le monde commence à avoir peur et que sous les réseaux Internet, ceux qui appellent au vol, au viol, à la destruction. Moi, j'ai vécu tout ça. Hein. Moi, j'ai vécu le fait qu'ils ont appelé à me tuer, à tuer mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants leur ont fait de mal? Rien du tout. Ils ne les connaissent même pas. Je veux dire que cela soit
condamnés, et sérieusement condamnés. Pas qu'ils aient 6 mois de prison et qu'on me sorte à tout bout de champ la liberté d'expression des journalistes. Non! Un journaliste n'est pas là pour attiser la haine. Un journaliste n'est pas là pour insulter les gens, pour calomnier les gens. Le métier d'un journaliste consiste à informer, à s'en tenir aux faits. Uniquement aux faits et non à inventer et à insulter les gens. Aujourd'hui, le non-respect de ce métier pousse des petits blogueurs sur des réseaux sociaux à se faire passer pour des journalistes, à prendre de l'argent à gauche à droite pour insulter d'autres personnes. Et je trouve dommage ce comportement moutonnier de certains de nos enfants qui les suivent dans cette espèce de voie sans issue. Surtout de voie sans issue, parce qu'ils peuvent se retrouver avec leur destin arrêté pour une absurdité. Donc, il faudrait peut-être aussi réguler le métier de journaliste au Cameroun, savoir qui l'est ou qui ne l'est pas, qui a une carte de presse, par quel processus arrive-t-on à obtenir une carte de presse? Parce que là, j'ai l'impression de vivre dans un désordre absolu. Parce que chaque fois que je suis face à des vrais journalistes, je reconnais des codes journalistiques que je retrouve dans le monde entier, et puis d'autres qui me disent qu'ils sont journalistes, et non, je ne retrouve rien, parce qu'ils ont tout simplement eu 10 000 francs, 20 000 francs, pour m'insulter, moi, le chef de l'État, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, ils n'ont pas de tenue ni de... Non, voilà, de talent du métier. Donc c'est tout ça qu'il faudrait, et surtout recréer le tissu social qui est mis à mal, et arrêter cette histoire de président élu et de président de fait. Il y a un président. On doit se fédérer tous autour de lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. La question ne se pose pas en termes d'amour. D'amour, de sentiment. Non, ça se pose en termes de citoyenneté. Hein? Nous sommes des citoyens, il y a des règles, et nous sommes des citoyens loyalistes et patriotes. Il se pourrait un jour que mon candidat perde ou gagne, ça n'a pas beaucoup d'importance. Celui qui gagne est mon président. D'accord? Maintenant, il pourrait avoir des présidents de partis. Et on les respecte parce qu'ils sont des présidents... Des leaders d'opinion politique. Non, mais carrément des présidents de partis, parce qu'un leader d'opinion politique n'entre pas dans le truc élu ou pas élu. Hein. Vous ne verrez pas un leader d'opinion tenir ce genre de discours. Évidemment, et en outre, 2019, si quelqu'un te raconte qu'il a gagné ses élections en dehors du RDPC, c'est quelqu'un qui a peut-être fumé l'herbe de mon jardin. C'est pas possible, puisque le parti qui s'appelle le RDPC, je n'en suis pas un membre. Hein. Je parle de manière vraiment très libre. Ce parti est un parti État. Il est très constitué, il émaille le territoire national jusqu'au moindre recoin. Vous allez dans mon village perdu là-bas de ça, et toutes les femmes portent le boubou du RDPC, elles ne connaissent que ça. Et donc, de manière automatique, on ne peut pas battre ce parti à l'heure où je parle là. D'accord? Ça va peut-être certainement se faire dans les années à venir. Hein? Mais je pense qu'il faut, à un moment donné, raison garder et aimer plus sa patrie que soi-même. Aimer plus sa nation que ses propres ambitions. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je découvre que les Camerounais, certains Camerounais, aiment plus ce qu'ils veulent être ou aiment plus ce qu'ils veulent devenir que leur nation, que leur peuple qui mettent en danger. Je ne vois pas en quoi éventrer une femme dans le nozo va changer la situation de quiconque. C'est juste une douleur en plus. Inhumain. Une douleur en plus dont le Cameroun peut s'épargner pour pouvoir avancer. Voilà. Donc il faudrait vraiment, sur le plan humain, que les Camerounais, je pense qu'il y a un défaut là-dedans, c'est la déshumanisation des peuples. Et nous sommes déshumanisés, il faut qu'on se réarme sur le plan humain, que les sciences humaines, depuis l'école primaire et le civisme... Et la morale revient même à l'époque. Quand on parle de civisme, c'est la même chose. Hein. La morale est de l'ordre, dirais-je, déique, et le civisme de l'ordre humain. Sauf que le civisme obéit à la morale. Voilà. Puisque la morale, c'est de l'ordre de Dieu. Hein. Souvent, on pense que c'est nous, mais c'est Dieu. Voilà. Donc, voilà. Et j'espère qu'après ce 20 mai, le président de la République étant effectivement
bien portant, nous allons tous nous ressaisir et aller vers l'unité nationale. Parce que là, ça a été mis à mal et nous allons réapprendre à nous tolérer à défaut de nous aimer. C'est ici que s'achève cet entretien avec Calixte Begala. À vous le plateau.